et qu'en plus, en traitant avec les Nama, il s'est attiré l'hostilité de leurs ennemis traditionnels, les Herero. Ça aussi, c'est très important. Les colonisés n'ont pas attendu les colonisateurs pour avoir des problèmes politiques. Ce sont des sociétés qui sont des sociétés historiques, des sociétés qui connaissent des problèmes sociaux, économiques, politiques, des rivalités de pouvoir, des problèmes de succession, des querelles territoriales ou de droits d'usage de certains lieux, etc. Donc, les colonisateurs arrivent dans un monde qui est déjà structuré par des rapports politiques, par des problèmes qui opposent des groupes de population les uns aux autres. Ce sont des sociétés structurées avec des élites, des dominants, des dominés. Et évidemment, le colonisateur, en arrivant là-dedans, introduit un nouvel acteur dans le jeu politique et change la situation. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'avant que les colonisateurs arrivent, les colonisés attendaient en se tournant les pouces que l'histoire débarque en tapant à leur... Et quelques traces dans la langue. L'argent, amahela, ça vient de heller, c'est-à-dire la petite monnaie. Et le heller, c'est ça qu'on voit circuler, qu'on voyait circuler au Burundi, petite pièce de cuivre là, et ça donne amahela. Les Allemands ont aussi introduit le café dans le pays. Mais ils ont surtout laissé en substance leur vision coloniale du Burundi, dont les Belges s'inspirent. Il se trouve qu'un des premiers Belges qui a eu des responsabilités importantes au Burundi, Pierre Ryckmans, connaissait l'allemand. Il a pu lire une série de rapports. Et donc, l'idée de Ryckmans, il faut respecter la monarchie du Burundi. Il faut établir un régime d'administration indirecte. Je pense qu'elle a été fondée sur l'expérience allemande, y compris l'expérience mal réussie. Pierre Ryckmans est le premier résident du territoire Rwanda-Urundi. C'est lui qui est à la tête de l'administration belge dans la région. Il met en place un système d'administration indirecte qui consiste à maintenir les pouvoirs locaux en place. Si ce choix de gestion se révèle respectueux des valeurs traditionnelles, il permet aussi une infiltration du pouvoir colonial dans les piliers mêmes de la société burundaise. Quand les Allemands arrivent, à la fin du XIXe siècle, ils trouvent un monde parfaitement structuré. Un monde dans lequel la société est une société dirigée par une aristocratie Tutsi qui domine un monde Hutu et dans lequel la vache est supérieure à l'homme. Donc les hommes de la vache, les Tutsis, hommes de la vache et hommes de la lance, sont supérieurs aux hommes de la houe et de la glèbe. Et les Allemands ne vont pas changer les structures du Rwanda. D'ailleurs, les Allemands ne restent pas bien longtemps, puisqu'en 1916, ils doivent se replier devant les troupes anglo-belges, devant les troupes belges. Et en 1919, la Société des Nations donne mandat à la Belgique sur le Rwanda. Et les Belges, dans un premier temps, ne vont pas davantage s'investir au Rwanda que les Allemands, et ils vont laisser, en fait, les missionnaires entreprendre l'œuvre de civilisation du Rwanda. Les missionnaires avaient déjà commencé sous les Allemands et ils vont véritablement développer leur évangélisation à l'époque belge. Avec un problème terrible pour l'historien attaché à la tradition catholique comme je le suis. Un problème qui est terrible parce que il faut constater que l'évangélisation qui va être menée au Rwanda va casser les structures de l'État rwandais. Et cassant les structures de l'État rwandais, cette évangélisation va ultérieurement préparer la révolution. Tant que la colonisation restera en place, tant que l'Église restera traditionnelle, la colonne vertébrale qui aura été cassée par les premiers évangélisateurs ne se manifestera pas. On ne verra pas que la colonne vertébrale a été cassée. Mais quand les structures de force, les structures d'ordre de la colonisation vont disparaître, eh bien, on va se rendre compte que l'État rwandais est nu. Je m'explique. Dans un premier temps, que cherchent à faire les missionnaires, les pères blancs? Ils cherchent à convertir les Tutsis, car la religion du prince est celle du peuple. Et dans ces mondes très structurés, il suffit de convertir le roi pour que la pyramide féodale entraîne l'évangélisation. Or, les Tutsis ne veulent pas se laisser convertir, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont leur religion nationale, ils ont leur civilisation,
Et ils n'ont pas du tout l'intention d'abandonner les principes qui sont leurs principes civilisationnels pour adopter une croyance venue de l'extérieur qu'on veut leur imposer. Nous gérions le Congo en utilisant au maximum la structure coutumière, en soutenant au maximum les institutions tribales et en s'appuyant sur le chef, son conseil des notables, son tribunal indigène pour tout ce qui pouvait être de sa compétence. Nous avions trouvé des autorités indigènes établies, une organisation qui existait, les chefs, les sous-chefs, les chefs, il y avait les juges de chefferie, il y avait même des bilongosi qui étaient un peu surveillants de collines, parce que le Rwanda est un pays de collines et pas de villages. Et tout ça était fort bien ordonné, je dirais.